Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission, numéro 83, consacrée aux tendances qui s'imposeront en 2024 pour optimiser les stratégies marketing digitales et les expériences clients futures. Car même si l'intelligence artificielle monopolise les conversations, force est de constater qu'elle ne suffira pas pour accélérer la transformation client attendue. Un chiffre publié par Forrester qui interpelle: la part des entreprises obsédées par l'expérience client a doublé entre 2022 et 2023. Bonne nouvelle, sauf que elle est passée de 3 à 6%. Il reste donc encore beaucoup de chemin à parcourir. Quelles sont alors les tendances et les priorités qui se dessineront sur 2024? C'est ce que nous allons voir avec nos 4 invités. David Netzeler, bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Marketing et Customer Officer de SNCF Connect & Tech, leader du numérique et du e-commerce français dans le secteur des mobilités et filiale de SNCF Voyageurs. C'est ça? Exactement. Adrienne Rostin, bienvenue. Vous êtes directeur data de la maison Guerlain, maison emblématique de haute parfumerie et de haute cosmétique, marque du groupe LVMH. Jean-François Rodriguez, bienvenue aussi. Bonjour. Vous êtes SVP Customer Experience de Orange, un des principaux opérateurs de télécommunications et de services numériques dans le monde. Et à ma droite, Caroline Dacier, bienvenue. Merci. Vous êtes directrice exécutive marketing, client et marque au pluriel du groupe Carrefour, acteur majeur de la distribution dans le monde. Alors, je vais démarrer avec vous, David. SNCF Connect fêtera bientôt ses 2 ans. Oui. Quand on a échangé un peu cette émission, vous me disiez que sur la première année, vous aviez comptabilisé 1 milliard de visites et 190 millions de billets vendus. Quel bilan tirez-vous de cette deuxième année 2023 et quelles sont vos ambitions en 2024 avec votre casquette marketing CX? Effectivement, SNCF Connect est une jeune marque dans un groupe historique. C'est notre 2e année. C'est l'année, je pense, de la confirmation, où en fait, après 2022, où on a accompagné les clients dans cette nouvelle plateforme de nouveaux services. 2023, c'est une année où effectivement, on a continué déjà à avoir une très belle croissance par rapport à 2022. Tu parlais tout à l'heure d'1 milliard de visites. On devrait atteindre 1,3 milliard, 1,4 milliard cette année. Avec des croissances notamment sur des temps forts commerciaux comme l'été, où on a vendu 10% de billets en plus par rapport à l'année dernière. C'est une période où on a également vu les notes de SAT atteindre des niveaux très importants et qui s'est conclue avec le label élu service client de l'année en fin d'année, la semaine dernière. C'est une année où on a également été un cran plus loin dans la promesse du point à point. Au sein de SNCF Connect, on vend évidemment et on distribue l'ensemble de l'offre ferroviaire SNCF, mais on distribue également toutes les offres de mobilité urbaine qui sont disponibles en digital. Et donc aujourd'hui, sur SNCF Connect, depuis maintenant quelques mois, en 2023, on peut acheter un billet de train ou un billet de tram à Caen, à Avignon, à Cholet, et donc vraiment conclure complètement cette promesse du point à point entre le point de départ et le point d'arrivée, pas uniquement la gare de départ et la gare d'arrivée. Et en 2024, oui. on va continuer déjà à installer cette marque, comme je te disais, qui est une jeune marque, qui est un élément important. Et puis on va continuer à innover dans les services, en écoutant nos clients. On a relancé la communauté Connectez-vous en 2023, qui était un temps fort important. Et d'aller un cran plus loin dans la co-construction pour développer des fonctionnalités qui répondent aux besoins de nos clients, c'est vraiment quelque chose qui sera au cœur de notre stratégie 2024. Comme on l'a fait avec certaines fonctionnalités, on évoquait tout à l'heure alerte train complet, c'est typiquement une fonctionnalité qui répond à un besoin client, qui a été remontée par les clients, qu'on a priorisé dans nos roadmaps et qu'on a sorti en quelques mois. Bon, on en reparlera. Adrienne, pour la maison Guerlain, c'est une maison qui innove, qui explore sans arrêt de nouveaux territoires pour offrir une expérience client omnicanal sur mesure, où la data est centrale. Quels sont aussi vos défis pour 2024 dans le département data ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la maison Guerlain, du coup, approche bientôt de ses 200 ans. Donc 200 ans d'histoire, 200 ans de patrimoine, 200 ans de création. Et du coup, les enjeux pour 2024, ça va être de faire rayonner tout cet héritage et de développer, grâce à la data, ce qu'on appelle les expériences, en effet, omnicanal, avec un département data qui est aussi assez récent. Nous, ça fait 3 ans qu'on a vraiment attaqué cette transformation avec la création d'un département data
pluridisciplinaire avec des data analystes, des data ingénieurs, des data scientists. Et nos gros enjeux pour 2024, ça va être de personnaliser toutes les interactions qu'on a avec les clients pour faire vivre cet héritage et puis le faire partager au plus grand nombre. On y reviendra aussi. Alors Jean-François, vous pilotez l'expérience client pour 27 pays, c'est ça? Oui, tout à fait. 27 pays dans le monde, avec des niveaux de maturité différents selon les marchés. Bien sûr. Quels sont aussi les objectifs que vous visez pour 2024? Alors les objectifs de 2024, on va dire plutôt 2025 même, ils ont été mis dans le plan stratégique qu'a présenté Christelle Hunnemann, la nouvelle directrice générale d'Orange cette année. Et on a un objectif d'être leader sur le NPS sur 2/3 de nos géographies, d'accord, sur le mobile. Donc on a 27 pays en consumer, en B2C. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'être leader en NPS. Alors la question de la NPS, on la connaît tous, c'est est-ce que vous recommanderiez cette marque Y à vos proches? Donc voilà, ça c'est la question simple. Aujourd'hui, on est à peu près leader sur 60% de nos géographies. Et on a défini cet objectif-là au niveau du groupe, parce que comme tu le disais, c'est très hétérogène, Orange. On est en France, mais on est aussi au Libéria, au Sierra Leone, qui sont des plus petits pays en Afrique. Et donc on ne peut pas donner des objectifs d'expérience client comme ça à tout le monde égal. Donc le NPS, lui, il a cet avantage d'être une mesure un peu homogène, qu'on peut homogénéiser sur l'ensemble de nos géographies. Et qui montre aussi que nos clients sont fidèles ou qu'ils ont envie de venir vers notre marque. Donc c'est ça un peu notre KPI, un peu global d'expérience client. Derrière ça, ça veut dire qu'il faut qu'on améliore évidemment l'expérience client dans nos boutiques. Quel que soit l'endroit dans le monde où vous allez dans une boutique Orange, vous allez un peu prévoir la même boutique. Donc ça aussi, c'est un travail qui est fait au niveau du groupe, de façon à homogénéiser l'identité de la marque, quel que soit le touchpoint pour le client. C'est pareil sur le digital. Où vous alliez sur le digital, vous allez reconnaître toujours la marque Orange. C'est toujours plus simple sur le digital que dans les boutiques. Donc ça, c'est notre travail, d'homogénéiser, de travailler sur l'identité, de travailler beaucoup avec la marque. On est très très proche des gens de la marque, à l'expérience client, de façon à ce qu'on ait une expérience client qui soit le plus homogène possible, malgré les différences, comme tu parlais, dans les pays. Donc ça, c'est notre travail sur l'assistance, sur la vente, sur les canaux digitaux, sur les canaux physiques et sur les centres clients, puisqu'on travaille beaucoup avec l'ensemble des partenaires centres clients, parce qu'on sous-traite beaucoup. On a 250 millions de clients dans le monde. Ces 250 millions de clients, ils utilisent nos services constamment, j'allais dire chaque seconde, chaque même microseconde, nos services sont utilisés. Donc évidemment, on a beaucoup d'appels, c'est normal. Voilà, c'est pas qu'il y a beaucoup de problèmes, c'est qu'il y a beaucoup d'appels, évidemment, puisque 250 millions. Donc on a beaucoup de sous-traitants également. Donc on travaille beaucoup avec eux aussi sur l'expérience client. Ce n'est pas seulement l'affaire des gens d'Orange. Eh ben, on y reviendra aussi. Caroline, alors en 5 ans, le groupe Carrefour a réussi à se transformer pour mettre le client au cœur de son modèle omnicanal. Alors, j'ai regardé une récente vidéo d'Alexandre Bompard, donc le PDG du groupe, qui a dévoilé les concours du nouveau plan stratégique Carrefour 2026. Quels sont justement les enjeux qui en découlent pour votre direction aussi, marketing, client et marque ? Alors sur le plan 2026, on s'est fixé un certain nombre d'enjeux, et notamment celui de maintenir le pilotage du NPS. Ça, c'est vraiment, pour nous, c'est la boussole chez Carrefour. C'est, comme le disait Jean-François pour Orange, c'est piloté dans le monde entier. L'ensemble de nos pays sont managés par le NPS et c'est de là qu'on part. Donc on analyse tous les verbatim clients et c'est de là que part l'amélioration des irritants de l'expérience client. Donc ça, c'est un pilier extrêmement important de ma direction. Et globalement, on a notre propre plateforme de pilotage du baromètre client et on a quasiment 20 000 verbatim par jour qui tombent et qui sont analysés par les différents services. Et comme on le soulignait tous, l'expérience client, c'est justement pas uniquement la responsabilité du marketing. Et donc, ce pilotage de la satisfaction client, dans la mesure où il est porté par les formats, la marchandise, la logistique, fait qu'on arrive à élever notre niveau de jeu et en l'espace de 5 ans, on a plus que doublé le niveau de NPS. Donc ça, c'est un des premiers piliers. Le deuxième pilier, c'est évidemment la marque et ce que la marque raconte dans l'ensemble des touchpoints, parce que notre ambition dans le plan 2026, c'est d'aller capter 30% de clients omnicanal. Et donc, dans la mesure où on est l'une des marques enseignes qui avons le plus de formats,
de la proximité à l'hypermarché, au supermarché, au cash and carry et évidemment livraison à domicile, drive adossé, on se doit de faire circuler en fait notre client au sein de cet écosystème-là. Et on sait en plus qu'il génère 20% de création de valeur pour la marque. Donc, toute l'omnicanalité, c'est au cœur du plan 2026 et évidemment, on y reviendra. Et puis, il y a un enjeu très fort au travers de la data. Hein, on a un data lake de plus de 8 milliards de données. Donc, l'enjeu de la bonne qualification et la bonne utilisation, elle est évidemment centrale dans cette expérience client. Et comme le soulignait la Maison Guerlain, on a évidemment besoin de personnaliser la relation. C'est-à-dire que le client, on sait aujourd'hui, il est prêt à nous donner ses données, mais en échange d'une expérience qui sera propre à lui-même. Donc, il y a tout un enjeu de contactabilité, surtout que vous avez vu, il y a des engagements RSE très forts d'arrêter la distribution du papier, le catalogue promotionnel étant un enjeu majeur pour le retailer. Digitaliser nos opérations catalogue signifie augmenter la contactabilité client et signifie surtout de lui rendre une expérience offline et online sans couture, personnalisée. Donc, si vous n'avez pas de chien, c'est quand même mieux que je ne vous envoie pas des bons de réduction pour des croquettes pour chat ou pour chien. Donc voilà, donc tous nos enjeux, ils sont là. Hein. C'est 10% de promos personnalisés, 30% de clients omnicanaux à la fin du plan de 2026. Et puis évidemment, des enjeux sur la marque avec un très beau partenariat l'année prochaine puisqu'on est partenaire des Jeux Olympiques. Et ça aussi, ça doit permettre d'améliorer l'expérience client et de véhiculer aussi beaucoup de valeur dans l'ADN de la marque. D'accord. Alors, je reviens vers vous, Adrienne, et finalement dans la continuité aussi de ce que vous disiez tous, puisque vous êtes tous d'accord sur le fait que l'expérience client est centrale et qu'elle doit être omnicanale et sans couture. Je rebondis sur ce que vous disiez en introduction. Vous, en tant que directrice de la data pour la Maison Guerlain, comment est-ce que vous allez aligner l'expérience boutique et proposer la même chose online ? On a un enjeu d'alignement de l'expérience, en effet, entre la boutique et le site e-commerce. Alors, on va travailler essentiellement sur 2 axes principaux. Tout ce qui va être contenu immersif, donc travailler les 3D, les virtual try-on, mais excusez-moi pour l'anglicisme, et également tout ce qui est visite virtuelle, ce qui permet vraiment de permettre de partager l'expérience boutique en ligne. Donc on évoquait tout à l'heure les expositions qui peuvent être faites dans nos boutiques, comment on rend ça accessible au plus grand nombre dans le monde entier. Ça c'est, je dirais, le premier axe, hein, c'est tous ces contenus immersifs. Et puis ensuite on travaille évidemment sur tous les services dits omnicanaux qui permettent d'appeler en boutique, de recevoir ses commandes à domicile, également réserver des ateliers, des masterclass sur nos sites pour un rendez-vous en boutique personnalisé. Et donc la data sur 2024, elle va permettre d'accélérer sur quel point en particulier ? Alors nous, du coup, notre département data a vraiment pour mission et pour objectif de mettre à disposition des données unifiées à l'ensemble des métiers qui sont en relation avec le client, donc le CRM bien évidemment, le retail, mais également l'e-commerce et le média. Et donc notre mission, ça va être, c'est déjà de travailler cette donnée, notamment à travers tout un jeu d'algorithmes prédictifs pour mieux comprendre les besoins, anticiper les besoins de nos clients. Avec évidemment en tant que marque de un enjeu très fort d'être pertinent et de contacter nos clients au moment opportun avec un message en effet personnalisé mais qui n'est pas intrusif. Donc ça c'est tout le rôle data science sur la personnalisation. Merci. Jean-François, pour Orange, alors vous le disiez tout à l'heure, vous fédérez 250 millions de clients à travers le monde, des clients exigeants, des clients connectés qui attendent une expérience personnalisée, même si le curseur est différent en fonction des régions, bien entendu. Quelle direction comptez-vous prendre pour 2024 ?
Alors en 2024, un peu comme vous disiez chez Carrefour, on est aussi partenaire des JO. Donc on va démontrer encore une fois la force d'Orange dans les réseaux. Si je regarde l'expérience client, il y a une grosse partie, c'est quand même le réseau. Ça. On est quand même un opérateur aussi d'infrastructure. Et les gens viennent chez Orange parce qu'il y a un bon réseau 5G, il y a un bon réseau fibre, etc. Et donc on va continuer avec les déploiements en 2024. Ça, c'est la base. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très visible parce que les gens ne regardent plus ça. Mais en réalité, c'est là où on investit le plus. Si vous voulez savoir ce que fait une entreprise, vous regardez où elle investit, vous allez comprendre très très vite quel est son objet principal. Et chez nous, c'est le réseau. Voilà, ça c'est la base. Sinon, notre NPS, il ne sera pas bon. Donc ça, c'est la base. Après, il y a le deuxième driver du NPS, puisqu'on parlait beaucoup de NPS tout à l'heure. Le deuxième driver, c'est les offres et la valeur. On est dans un contexte d'inflation. Donc là, il faut faire attention au prix. Mais à la fois, nous aussi, on a subi cette inflation. C'est-à-dire que le prix de l'électricité a augmenté de façon incroyable en Europe. Et on utilise beaucoup d'électricité. Probablement moins que la SNCF, mais on utilise beaucoup d'électricité et donc du coup ça augmente beaucoup la facture aussi des telcos. Donc ça nous oblige sur certaines de nos géographies à augmenter les prix, ce qui est dans un contexte d'inflation pas toujours facile à comprendre de nos clients. Et à côté de ça, on a des acteurs qu'on va appeler des low-costers, ou si je suis poli avec eux, des fair price, et qui du coup, eux, n'augmentent pas les prix ou l'augmentent moins parce que de toute façon, ils sont moins chers. Et il faut le reconnaître, ils opèrent très bien. C'est de la concurrence, donc ça nous oblige aussi, nous aussi, à être encore meilleurs. Donc il y a le réseau, les offres, dans un contexte d'inflation. Donc il va falloir gérer ces augmentations de prix, l'expliquer aux consommateurs et puis peut-être adjoindre de nouveaux services pour, voilà, parce que c'est plus cher, donc on vous en donne plus. Et puis après, il y a toute la partie, là où on doit travailler beaucoup, c'est sur toute cette partie digitale. Donc avec l'ensemble des pays. Sur les boutiques, ça va. Sur les centres clients, ça va. Sur le digital, je pense qu'il faut qu'on fasse encore un pas. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le digital, on est toujours obligé de faire un pas. Parce qu'il y a des standards de marché qui sont mis en place par des géants du numérique qui nous obligent, en fait, tous à nous améliorer. Donc les gens veulent du zéro effort. Il faut que ça soit toujours très très simple. Donc ils sont dans l'hyper-simplicité. Donc si on rentre dans des offres, on parlait de la SNCF tout à l'heure, de SNCF Connect, si on a trop de billets de train, etc. à prendre, donc on ne sait plus où choisir. C'est pareil pour les opérateurs. S'il y a trop d'offres, on ne sait plus où choisir. Donc il faut simplifier. Les gens veulent de la simplicité. Il faut que ça soit rapide également. Ce n'est pas toujours rapide quand les offres sont complexes. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le digital, c'est qu'ils veulent de l'instantanéité. Donc il faut que ça fonctionne tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, ils veulent être en autonomie, voilà, et puis ils veulent de l'instantanéité quand ils reçoivent un produit. Aujourd'hui, il y a un acteur américain, vous n'avez même pas le temps d'appuyer sur acheter, qu'il y a le livreur qui sonne à la porte de chez vous pour vous livrer le produit. Donc les gens s'attendent à ça. Si je ne livre pas le téléphone dans les 24 heures, ils vont aller l'acheter ailleurs en fait, parce qu'ils le veulent tout de suite, maintenant. Et donc ça, c'est un gros travail qui est à faire. Alors sur certaines géographies, c'est simple, mais comme tu le disais au départ, on a 27 pays, ils ne sont pas toujours dans le même niveau de maturité. Donc notre objectif, c'est d'avoir une expérience client qui soit le plus homogène possible. Encore une fois, on est une marque internationale, l'identité et le positionnement de la marque, c'est le même partout. J'étais 6 ans directeur de la marque d'Orange, donc je sais ce que c'est. Et du coup, ça, c'est très important que dans l'expérience client, on ait cette homogénéité aussi, parce que sinon, on n'est pas raccord avec la marque. Et une marque, c'est ce que je vois, hein, son identité, sa communication, ce qu'elle raconte d'elle, sur l'environnement, sur le côté sociétal. C'est ce que je vis avec elle, c'est toute l'expérience, mais ça, il faut que ça soit aligné. Puis en fin de compte, c'est ce que je ressens, toutes les émotions qu'elle me fait ressentir. Et donc ces trois, il faut les aligner. Donc ça, c'est un peu notre travail. C'est pas toujours simple, parce qu'encore une fois, les géographies sont différentes. On suivra ça de près. Voilà. Je suis cliente Orange. Très bien. David, pour SNCF Connect, alors la promesse, on le disait, c'est de simplifier le voyage en train, et ce, dès la phase d'inspiration et surtout le parcours d'achat digital, et pas uniquement d'achat en fait, parce que ça prolonge aussi. Ouais. Exactement. L'objectif étant de faire de SNCF Connect le réflexe numérique de chaque voyageur. Quels seront aussi les principaux sujets sur lesquels vous allez travailler sur 2024 pour accélérer cette envie d'être le réflexe? Pour continuer et vraiment à
appuyer encore un peu plus fort sur ce réflexe, il faut justement installer cette marque SNCF Connect, comme je le disais tout à l'heure, elle est assez jeune. Vraiment à mes confrères ce matin autour de la table qui ont déjà des marques établies depuis longtemps. Et même si on est rattaché à un groupe historique qui s'appelle SNCF Connect, c'est une marque jeune. Et c'est même encore une marque en devenir. Aujourd'hui, c'est un service. Les gens l'utilisent parce qu'elle rend beaucoup de services, elle permet d'acheter des billets de train, elle permet d'avoir de l'information. C'est pas encore une marque. En 2024, on va chercher à installer vraiment cette marque et à créer la préférence distributeur. C'est un enjeu majeur. Ça va commencer là dans les semaines qui viennent avec une campagne. On va essayer de placer le curseur beaucoup plus sur l'émotion et moins sur la dimension fonctionnelle et servicielle, parce que SNCF Connect peut aussi inspirer les gens dans le voyage, et c'est ça qu'on va chercher à faire. Ça, c'est vraiment le premier sujet autour de la marque. Le deuxième sujet, comme mes camarades également, la simplification du parcours, c'est un enjeu majeur. Ça passe par à la fois de l'écoute pour prioriser les bonnes fonctionnalités, comme le disait Caroline, chez Carrefour. Ça, c'est un élément extrêmement important. Mais ça passe aussi par de l'accompagnement pour faciliter la prise en main de certaines fonctionnalités. En fait, on a développé énormément de fonctionnalités en 2023. Certaines sont encore méconnues, mais elles rendent beaucoup de services. Et réussir à faire en sorte que l'ensemble de ces fonctionnalités, elles soient bien comprises et bien utilisées par nos clients, c'est un élément important. Je prends souvent cet exemple des compagnons de voyage au sein des SNCF Connect dans son compte client. Si on voyage souvent à plusieurs, avec ses enfants, avec sa femme, avec ses parents, quand on enregistre des compagnons de voyage dans son compte client, derrière on a une grosse facilité de les sélectionner, ça fait gagner énormément de temps. Les gens ne le savent pas toujours, mais c'est un exemple très concret, et donc il faut accompagner les clients pour justement leur faciliter la prise en main de ces fonctionnalités. Et puis le troisième sujet, c'est aussi le sujet de la mesure. Quand on parle de marketing et de la performance de nos actions, que ce soit sur l'installation de la préférence de marque, mais également sur le performance marketing, on a des sujets en 2024 qui sont assez structurants. On parle depuis longtemps de la disparition des cookies. Il faut qu'on arrive à trouver des modèles, que ce soit avec de la mesure d'incrémentalité, avec de l'économétrie, mais qu'on arrive à trouver des modèles de mesure efficaces sur la durée qui permettent de garantir que tout ce qu'on produit en marketing, aussi bien sur la marque que sur le business, ça sert à quelque chose. Et il y avait un sujet aussi autour du ciblage et de la personnalisation qui s'accélère. Clairement, ça s'accélère pour une raison simple, et on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, la demande elle est forte dans le train. Et si vous cherchez un billet pour un Paris-Bordeaux un vendredi soir, il faut pas attendre la dernière minute. C'est un nouveau mode de consommation du train. Les gens, il y a quelques années, n'avaient pas forcément l'habitude d'anticiper leurs achats. Aujourd'hui, il faut les anticiper. Et notre rôle, c'est aussi de les amener vers des destinations, notamment dans des périodes de vacances, qui sont peut-être un peu moins connues, mais dans lesquelles on a des offres, dans lesquelles le train est capable de vous emmener. Il y a énormément, et on l'a vu post-Covid en 2021, en 2022, il y a énormément de Français qui se sont tournés vers la destination France, qui ont développé des voyages dans des régions qui étaient peut-être un peu moins populaires. Et on va continuer en 2024. On a des trains touristiques dans les régions sud qui sont magnifiques, qui vous permettent de découvrir la région et puis de découvrir aussi une autre façon de consommer du train. Et ce sera une de nos grosses ambitions en 2024. OK. Caroline, chez Carrefour, alors vous le disiez tout à l'heure aussi, 30% de clients omnicanaux visés d'ici 2026. Alors justement, comment vous allez vous y prendre et quels seront les leviers que vous allez activer pour atteindre cet objectif ? Alors, notre objectif, c'est que chaque client ait Carrefour dans sa poche, et donc le device, c'est ce qu'on utilise le plus, et donc on a un très gros plan dont on met l'application Carrefour au cœur, parce que c'est à travers l'application qu'on va être capable aussi finalement d'avoir Carrefour dans son quotidien et de lui rendre un maximum de services. Donc c'est ce que disait David, il faut pas en revanche avoir les bonnes fonctionnalités. Il faut des fonctionnalités assez simples qui rendent les services dont le client a besoin, et puis en même temps développer de nouvelles. Et donc c'est ce qu'on s'attache à faire avec l'application, parce que c'est finalement l'outil le plus omnicanal que l'on peut transmettre aux clients. Donc il y a un très gros plan autour de l'app, de son téléchargement et de l'amélioration de ses fonctionnalités. Comment j'aide mes clients au moment où il fait son panier à mieux manger, avec un bouton qui lui permet d'avoir des propositions, de passer d'un même produit qui est Nutri-Score C à Nutri-Score A, comment je l'aide à améliorer son panier pour qu'il arrive à trouver des alternatives moins chères. Donc tous ces services-là, c'est vraiment ce qu'on va continuer de mener en 2024.
Il y a évidemment un sujet central qui est la digitalisation de nos catalogues. Ça aussi, digitaliser les catalogues, ça se digitalise sur l'app et pas uniquement sur le web. Donc c'est majoritairement d'ailleurs dans l'app. Et je partageais avec un CMO hier qui est dans le retail mais non alimentaire et qui me disait j'ai passé mon chiffre d'affaires sur l'app de 20 à 50%, ce qui est massif. Et donc les promotions, ça passera par l'app. La personnalisation de la relation client, ça passe par l'app. C'est ma capacité à pousser des coupons promotionnels qui sont valables pour David, qui sont valables pour toi, pour Jean-François, en fonction de sa consommation. Et c'est là où la data va m'aider. On a développé cette année, on parlait de relations émotionnelles avec la marque. On voit les clients avoir besoin de discuter avec la marque. On a monté une communauté de clients. C'est pas un endroit où je fais de la publicité, où je fais de la promotion. C'est un endroit où je discute avec mes clients. En moins de 6 mois, j'ai 170 000 clients qui se sont connectés sur ma communauté de clients et qui conversent avec la marque et qui aident la marque, qui deviennent même les avocats de la marque. Et donc, il y a cette jambe à la fois de relations individuelle proche avec le client, que je fais de manière non transactionnelle, une partie sur laquelle on va le faire de plus en plus transactionnel mais adapté au comportement. Et puis j'ai aussi un enjeu sur l'expérience client magasin. C'est finalement comment j'arrive à ce que cette application, elle me rende aussi des services en magasin. Donc au cœur de ça, il faut que j'y mette la fidélité, la carte de fidélité. C'est ma carte de fidélité finalement digitalisée que je passe en caisse. C'est là-dessus que je peux activer un certain nombre d'achats supplémentaires. Donc il faut que mon application, elle rende des services finalement quand je suis dans le RER, quand je suis chez moi, quand je suis en magasin. Il faut qu'on aille évidemment très très bien jusqu'à la fin du parcours sur la carte passe, par exemple, comment dans mon application, je suis aussi capable, en temps d'inflation, de proposer du crédit 4 fois sans frais de manière très facile, d'être capable d'aller finalement faire mon formulaire de création de ma carte passe dans mon application. Donc là, il y a une très grosse priorité qui est donnée sur l'app parce que finalement, elle est quand même à la conjonction d'un magasin physique et d'un magasin online. Donc ça, c'est un très gros enjeu pour nous. Et puis derrière ça, il y a beaucoup d'enjeux à soutenir le business sur les temps forts commerciaux d'un point de vue marketing. On vient de fêter les 60 ans cette année. On a mis aussi beaucoup de promotions à disposition du client pour soutenir évidemment le pouvoir d'achat, mais pas que. C'est quand je mets beaucoup de gamification, ce qui est aussi quelque chose que le client attend de plus en plus. Ils aiment ces challenges qu'on leur donne pour faire de la gamification. Chaque fois que je monte aussi des opérations, derrière, c'est pour améliorer ma contactabilité client. Parce que plus je digitalise mes opérations, plus j'ai besoin d'assurer le reach de mes clients et donc augmenter la contactabilité, aller chercher de l'opt-in, c'est extrêmement fondamental pour une marque comme Carrefour. Donc, tous ces temps forts commerciaux, ils cherchent aussi à augmenter et qualifier mieux la donnée et la contactabilité dans nos magasins. Et puis, il y a cette jambe, et Jean-François le soulignait beaucoup sur la marque, c'est aussi d'amener une marque à être évidemment transactionnelle, on est avant tout là pour faire du business, mais comment je la rends aussi plus conversationnelle, moins transactionnelle, plus émotionnelle. Et donc le partenariat des Jeux Olympiques, c'est aussi des engagements très forts de la marque. Et ça, on le relie aussi à nos actions business. Quand on fait un programme de fidélité et qu'on est partenaire des JO, on s'est engagé auprès des clubs sportifs locaux. Et donc, j'arrive aussi à ce que ma mission de marque, elle arrive aussi à irriguer finalement mes outils de fidélité. Donc, la fidélité, c'est au cœur. Globalement, je vais vous donner un chiffre, c'est 2,5 fois plus de valeur quand un client est encarté chez moi et versus un client qui n'est pas encarté. Donc, avoir cette ambition sur ma base client, de dire, le premier étage, c'est j'encarte et je fais en sorte qu'il adhère à mon programme de feed. En deuxième, il télécharge mon application. Et quand je fais ça, déjà, il génère encore plus de valeur. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à faire en sorte qu'il soit complètement omnicanal, jusqu'à l'adhésion de sa carte bancaire à la banque Carrefour. Donc, tout ça, c'est le parcours qu'on
qu'on bâtit depuis quelques années et qu'on continue évidemment d'accélérer. Alors, quelle place on laisse à l'IA et à l'IA générative dans tout ce que vous nous avez dit, David? Est-ce que l'IA générative va transformer les métiers du marketing et de l'expérience client? Ça va clairement les faire évoluer. Après, il ne faut pas se précipiter. C'est une année où on a raconté beaucoup de choses, on a entendu parler de beaucoup de choses, on a vu beaucoup d'investissements. C'est une année où je pense que tout le monde regarde le sujet, on a beaucoup entendu parler. On a beaucoup associé le mot IA générative à POC, quand même, comme dans beaucoup de sujets. Nous, on le regarde à 3 niveaux. Le premier, sur la créativité. C'est-à-dire que ça accélère vraiment beaucoup les équipes qui produisent des contenus, que ce soit des contenus éditoriaux, des contenus visuels, de la vidéo. Ça fait gagner un temps de dingue quand on l'utilise bien. Et donc, on est en train de faire monter en compétence les équipes, parce qu'il y a déjà des solutions assez bien installées qui marchent bien. Et donc là, c'est un outil de productivité. Sur la partie développement informatique, écriture de code, ça permet aussi de développer des scénarios de test, faire du recettage pour de la qualité de code, des choses comme ça. Donc on regarde aussi cet aspect-là. Et pour la relation client, évidemment, pour la relation client, on le regarde à 2 niveaux. Le premier, c'est comment on enrichit notre chatbot, qui existe depuis 2016 et qui est utilisé par 20 000 clients tous les jours. On a à peu près 600 000 conversations tous les mois avec notre chatbot. Comment, à travers un LLM plus puissant, on arrive à obtenir des réponses de meilleure qualité, plus de réponses, avec une satisfaction à la fin client qui va s'améliorer suite à une interaction avec le chatbot. Donc ça, c'est un premier élément sur la relation client. Le deuxième élément, c'est comment l'IA générative peut aider les conseillers à répondre mieux et plus vite. On a lancé au moment de SNCF Connect ce qu'on appelle l'in-app messaging, qui est un peu une messagerie instantanée, l'équivalent d'un WhatsApp intégré dans SNCF Connect, où le conseiller interagit avec le client en asynchrone et on discute comme ça en continu. On a tout l'historique de leur conversation. Comment l'IA générative peut proposer des réponses à nos conseillers de manière à ce qu'ils soient plus efficaces et qu'ils soient en capacité de traiter plus de volume, c'est quelque chose qu'on regarde. Mais l'idée n'est absolument pas de remplacer les conseillers par l'IA générative. Nous, on est aussi assez conservateurs dans l'approche. On ne peut pas se permettre de donner une information qui est à peu près juste. La véracité de l'information dans le cadre de la SNCF, c'est clé. C'est 100% d'informations fiables. Ce n'est pas 99%. Et aujourd'hui, l'IA générative a encore des choses à prouver sur cet aspect-là. Adrienne, dans le luxe et pour la maison Guerlain, quel cas d'usage vous avez identifié ? Alors, de manière très similaire, mais avec des applications assez différentes. Nous, on a déjà regardé l'IA générative, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu l'an passé, on a développé un premier film de communication pour l'anniversaire de notre flacon abeille emblématique, qui retraçait les 170 ans de ce flacon abeille à travers les époques et le projetait dans le futur pour les 170 ans à venir. Donc là, on retrouve le levier de la créativité et on est persuadé, en particulier dans le luxe, que le champ des possibles est encore vraiment à explorer. Et ensuite, tout à fait, les 2 cas d'usage essentiels sur lesquels on commence à travailler, à regarder. Le premier, on a beaucoup parlé de personnalisation. Personnaliser les messages, personnaliser les interactions, ça nécessite souvent, pour le marketing, beaucoup de création de contenu. Et en ça, l'IA générative va nous aider à travailler beaucoup plus facilement les variations, les déclinaisons, on appelle ça de format, images, vidéos, etc. Donc ça, c'est vraiment le deuxième volet, comment ça nous aide à être plus personnel, avec du contenu personnalisé à la volée. Et puis le dernier volet, c'est à la fois le chatbot et surtout les assistants. Qui, du coup, pour une maison comme la nôtre, s'applique plutôt comment on équipe nos beauty consultantes en boutique, en effet, d'un assistant additionnel qui les aide à donner la bonne réponse, à être plus productives dans leurs tâches du quotidien. Donc, on explore également ces 2 voies, chatbot et puis ce qu'on appelle copilote, d'avoir un assistant pour les personnes en boutique. Parfait. Jean-François, l'IA générative pour transformer. Un peu pareil, parce que finalement, le point commun de tout le monde, c'est le développement du digital. Je crois que voilà, quel que soit le secteur d'activité, au final, il y a beaucoup de ça.
Donc je ne vais pas rajouter de tout ce qu'on sait sur la formation, comment ça peut aider les conseillers clients, comment ça peut aider les conseillers boutiques, etc. Je pense que ce qu'il ne faut pas, c'est surtout oublier l'humain. Parce qu'au final, quand un client va s'adresser à Orange, il y a un moment donné, il y a un humain derrière. Il y a quelqu'un qui va lui répondre sur ses émotions, etc. Faut faire attention aussi. Voilà. Et la ligne générative, je ne pense pas qu'elle soit encore très au point pour répondre à ces clients qui sont plutôt dans l'émotion, on peut dire peut-être parfois dans la colère également, parce qu'ils n'ont plus de réseau, etc. Et ça, c'est clé. Et donc voilà, donc ça, c'est les humains. Et c'est les humains pour tout. On parlait du réseau tout à l'heure. C'est des gens qui le construisent. Alors l'IA générative va peut-être permettre de mieux définir les endroits où on aura besoin de réseaux, etc. Ok, très bien. Mais tout ça, c'est des humains. On parlait des Jeux Olympiques. On est aussi partenaire des Jeux Olympiques. Hein. On va mettre en place toute l'infrastructure réseau pour les JO l'année prochaine. C'est un travail qui est colossal, qui est fait par les gens d'Orange. Comme je disais tout à l'heure, hein, c'est l'élément essentiel de notre NPS, c'est quand même ce réseau. Là aussi, on va devoir redémontrer à l'ensemble là c'est en France exclusivement, à démontrer notre capacité à faire. C'est quoi notre capacité à faire? C'est les humains, c'est les gens qui travaillent chez Orange qui sont dans cette capacité à mettre un réseau en place pour un mois d'épreuves non-stop, 25 000 journalistes, 15 000 athlètes, des télévisions dans le monde entier, des milliards de spectateurs, etc., etc. Et c'est encore une fois démontrer cette qualité du réseau. Alors l'IA générative, oui, bien évidemment qu'elle sera sur nos applications, etc. Mais à force de parler de IA génératif et de digital, je pense qu'on oublie que l'essentiel de toutes nos entreprises, et au final de ce que recherche aussi le client, c'est de l'humain. Voilà. Peut-être qu'il préfère parler à une caissière chez Carrefour qu'à un bot sur le digital, probablement un conseiller client dans une boutique Orange, qu'à un chat vocal qu'on est en train de développer. Donc, il y a les deux. Voilà. Cette complémentarité, en fait. C'est cette complémentarité, et il faut faire très attention à ne pas oublier l'humain qui est là, toujours présent. Et pour le groupe Carrefour, quel projet aussi avez-vous sur l'IA générative? Alors, on considère qu'il faut embrasser ce qui va arriver et surtout pas le freiner. Et donc, du coup, il y a plusieurs choses qu'on est en train de regarder. Alors, il y a un premier pan qui est comment ça nous aide à être plus productifs et notamment à faire des choses qui ne se voient pas forcément de vue du client, mais à faire des choses au sein de l'entreprise qui nous permettent de dégager de la valeur ajoutée pour l'humain, entre guillemets, et d'arriver finalement à améliorer notre productivité. Et donc, il y a des sujets, évidemment, en ressources humaines, en juridique, etc., mais qui ne sont vraiment pas vus du client. Et ça, c'est quand même un pan qu'on est en train, évidemment, de regarder de manière assez rapide. Il y a un pan, et tout le monde le partage ici, c'est les contenus. Alors, pour deux raisons. C'est à la fois comment on fait baisser finalement le coût marketing de la production de contenu. Donc ça, très sincèrement, je crois que tous autour de la table, on est absolument convaincus que ça fera baisser les coûts de production de contenu marketing. Mais surtout, c'est un enjeu double, c'est de les augmenter. Et aujourd'hui, on sait que les contenus vont faire à peu près x5 sur le marché, qu'il faut s'adapter à des plateformes numériques qui sont très différentes entre un contenu sur Meta, sur TikTok. Donc c'est très chronophage pour nous parce qu'un même message, vous ne pouvez pas le dupliquer de la même façon et le copier sur tous les médias. Donc ça a double intérêt. Hein. C'est faire baisser les coûts de production des coûts marketing, mais surtout, c'est en augmenter la volumétrie et l'adaptation sur l'ensemble des canaux. Donc ça, c'est, je pense, très très fort. Donc moi, je suis en train de travailler sur une Content Factory, on le partage. Moi, j'ai plus de 40 pays dans lesquels je n'ai pas du tout la maîtrise non plus à l'autre bout de la planète, d'être capable finalement d'avoir des directeurs marketing qui produisent des contenus qui soient bien en ligne avec ce que la marque raconte. Donc une Content Factory dans laquelle je plug tous les outils d'IA, je pense que c'est évidemment un très très gros sujet pour les équipes marketing devant nous. Et puis il y a le pan de l'expérience client et je suis très d'accord, il y a beaucoup de POC. On a lancé Opla qui est un chatbot dans lequel ChatGPT 4 est intégré. Il y a des choses qui évoluent, ça évolue très vite, c'est pas complètement parfait. Il faut évidemment faire très attention parce que dès l'instant où on a une interaction client,
moi je vous rejoins, il faut qu'elle soit parfaite. Et on voit qu'on a encore beaucoup à apprendre, que l'IA avance. Et puis, il y a des choses quand même très intéressantes. On a à Vivatech, on a lancé un petit marketing studio qu'on a lancé très très vite, mode POC, etc., à qui on est capable de dire, tiens, écris-moi donc un spot radio. Alors déjà, il faut savoir bien prompter, ce qui n'est pas facile. Donc ça va aussi nécessiter dans nos équipes de former les équipes à prompter, parce que nous, on s'est retrouvés devant le petit marketing studio. Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment on lui parle? Donc ça veut dire accompagner aussi l'ensemble de nos équipes à être formées, à être capables d'utiliser l'IA en autonomie demain. Donc ça c'est un sujet. Et on voit que voilà, il y a des choses très intéressantes, ça va aller très vite. Et quand je le fais, je fais un petit spot radio en français, c'est pas complètement parfait. Il y a encore des voix très robotisées, etc. Vous le faites dans une langue espagnole qui est majoritairement parlée dans le monde. On voit que l'IA a appris beaucoup plus vite, parce que finalement, c'est beaucoup plus abouti dans cette langue-là. Ça sera probablement en anglais. Mais il y a des choses vraiment intéressantes, ce qui n'enlèvera jamais la créativité de l'humain, mais ça permettra, je pense, d'augmenter en fait notre capacité à pousser du contenu de marque de manière plus forte avec un coût marketing plus bas. Donc c'est productivité et amélioration évidemment de la capacité à produire du contenu. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci encore. On va suivre donc tout ce qui va se passer, tout ce que vous avez dit sur 2024. À très bientôt. Merci. Merci. Merci.